se retrouve pour le bilan du mois d'avril et sur ce mois-ci j'ai lu 13 romans et par rapport au mois de mai j'ai pas eu le même genre de mois. Le mois de mai c'était un mois extraordinaire avec que des excellentes lectures, des coups de cœur à foison, c'était génial. Là c'était plus du bonne lecture, excellente lecture. Il y en a très peu des excellentes lectures et un coup de cœur. Donc c'est pas le même genre de bilan qu'on va avoir. Comme d'hab, on part de celui qui m'a le moins convaincu à celui qui m'a le plus convaincu. Et c'est parti tout de suite. Donc en troisième position, j'ai mis Éric Emmanuel Schmitt avec La Porte du Ciel, publié chez Le Livre de Poche. Et je vous avoue que j'avais adoré le premier tome, mais celui-ci je me suis beaucoup ennuyée, dans le sens où toute la première moitié du livre il ne se passait rien, on suivait ses aventures mais il ne se passait rien, il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de raison pour laquelle il faisait ça, on était un peu dans le flou et c'est quand même dense, donc je crois que c'est 300 pages quand même la moitié. 300 pages où tu sais pas vraiment ce que tu fais là et il n'y a pas vraiment de choses intéressantes, c'était un peu long. Et sur la deuxième moitié ça s'est un peu amélioré, mais du coup ça m'avait tellement gonflé la première partie que du coup j'ai jamais réussi à me remettre dans le livre et du coup j'en garde pas un très bon souvenir et je sais pas quoi faire quant à la suite de cette saga puisqu'elle est censée faire 8 tomes et je suis qu'à peine au deuxième et je me pose déjà ce genre de questions. Ce que je sais c'est que je lirai forcément le troisième tome puisque c'est sur l'Égypte, puisque dans cette saga, pour ceux qui ne savent pas, on va suivre Noam qui est immortel et qui va traverser les temps, et donc dans chaque livre on va suivre une période historique. Dans le premier c'était la préhistoire, dans celui-ci c'était l'ascension de l'écriture en Mésopotamie, et dans le troisième on est en Égypte. J'adore tout ce qui se rapproche à l'Égypte, donc je me dis je vais lui laisser sa chance et on verra ce que ça donne. Après le prochain, je pense que ça sera à ce moment-là que je me poserai la question de si j'abandonne la saga ou si je continue. En deuxième position, j'ai mis un livre que je ne pensais honnêtement pas mettre là, mais il ne m'a franchement pas convaincue. C'est le dernier tome de Kéléana de Sarah J. Maas, donc le tome 7. Je pense que je me suis un peu lassée de suivre les aventures de Kéléana, dans le sens où Kéléana m'a très vite gonflée. Je pense que dès le 3e ou 4e tome, j'avais beaucoup de mal avec ce personnage là et ça s'est pas amélioré dans la suite, je pouvais plus me la voir. Vu qu'elle fait quand même une grosse partie de la saga, même si on suit beaucoup de personnages au fur et à mesure de sa saga, j'en pouvais plus la suivre. J'avais perdu je pense mon intérêt pour l'intrigue principale et en fait dans les derniers tomes je me rends compte que sur le 5, le 6 et le 7, le seul que j'ai vraiment apprécié, qui est en fait complètement à l'inverse de ce que disent les gens en général, c'est le 6, celui où on suit Kaol, où j'étais beaucoup plus investie que les deux autres. En fait dès que je voyais Kéléana, je crois que ça me gonflait tellement que j'arrivais pas à lire correctement les passages qui ne parlaient pas d'elle. On continue en 11e position avec Un faucheur aux portes de Sabaa Tahir, publié chez Big Bang, et je pensais pas non plus mettre cette saga aussi bas dans un classement un jour, puisque le tome 1 avait été un coup de cœur et le tome 2 avait été une excellente lecture. Et celui-ci, pas tout à fait. En fait dans celui-là on suit majoritairement Hélène et c'est un personnage que je n'apprécie pas trop. Wow. Faut dire ce qui est. En fait, je la trouve tellement froide et tellement détachée et le côté très militaire de son comportement, c'est vrai que du coup j'ai un peu l'impression de lire un robot et je suis pas hyper emballée par ses points de vue à elle. Et dans celui-ci, la majorité des points de vue, et c'est elle, peut-être que la moitié du livre je n'ai pas aimé. Surtout que du côté de Laïa et de Elias, sur la première moitié du livre, il se passe pas grand chose non plus, sauf que c'est les points de vue que je préfère. Donc le tout réuni, ça l'a pas fait. Voilà, donc je lirai le 4e avec grand plaisir, mais je pense que vu que c'est une quadrilogie, il souffre du symptôme du tome 2. Normalement on dit que le tome 2, c'est le bof parce qu'il prépare l'explosion finale, et là c'est une quadrilogie, donc c'est sûrement celui-là qui prépare le final énorme. Mais c'est vrai que c'était pas à la hauteur des deux premiers, clairement pas. Donc je suis un peu déçue. On continue en 10e position avec La Guilde des émotions de Marie-Ève Flory, publié chez Teen Spirit, donc chez Bookmark. Pour ceux qui ne savent pas, dans cette histoire, on va suivre Emmeline qui, à ses 18 ans, va quitter le cocon familial pour se rendre à Oxford et entrer dans une guilde d'émotionneurs. Les émotionneurs, ce sont ceux qui régulent le bien et le mal dans le monde grâce à des perles et des émotions. Et Emmeline a un but, c'est de rentrer dans la guilde la plus dangereuse présente dans cet univers. J'ai adoré le système de magie, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les intrigues qui ont été placées, même s'il y en a certaines qui étaient un peu faciles, mais ça n'a rien enlevé à mon plaisir de lecture. Par contre, là où il y a un gros point faible, ce sont pour moi les personnages en eux-mêmes qui ont des réactions qui ne sont pas celles de personnes de leur âge. Je m'explique, dans celui-ci, elle a donc 18 ans, et donc le deuxième personnage qu'on suit c'est Milo, et Milo il est censé avoir 3 ans de plus, donc il est censé avoir 21 ans.
et les réactions qu'ils ont, je ne les trouve pas du tout en accord avec leur âge. J'avais l'impression souvent de suivre des adolescents de 14-15 ans, comme ça. Il y a eu beaucoup de fois où ça m'a fait sortir un peu de ma lecture parce que j'étais là mais c'est pas probable, ou alors ils sont extrêmement immatures et ça m'a un petit peu dérangé dans les faits. Je continuerai tout de même la saga parce que j'ai vraiment adoré tout ce qui est vraiment univers, système de magie, intrigue. J'ai très envie d'en savoir plus, surtout qu'on a tout un pan autour de l'histoire de cette... c'est pas de la fantasy, c'est plus du fantastique puisqu'on se trouve dans notre monde mais avec des éléments magiques puisqu'il y a toute une communauté qui a de la magie. Mais j'ai adoré en fait toute cette intrigue et tout ça, donc je me dis peut-être que les personnages, je vais réussir à faire abstraction et tout de même me concentrer sur ce qui me plaît. Donc c'est pour ça que je vais laisser sa chance au second tome, et en plus c'est une autrice française, donc voilà, il faut soutenir nos auteurs français, donc voilà, je vais continuer. Là on était un peu dans le mitigé, bof, il y a des trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui me plaisent pas. Là on est sur de la bonne lecture, donc pour moi bonne lecture c'est autour de 4 étoiles on va dire, 3,5 4 étoiles, parce que en dessous c'est vraiment du mitigé. Donc là à partir de là pour un petit moment, j'ai pas mal juste de bonnes lectures à vous parler. Donc par exemple en 9ème position, A River Enchanted de Rebecca Rose, que j'ai lu en anglais, qui vient de paraître tout juste chez chez Sabran, sous le nom de Le Refrain de la Rivière, et c'est l'autrice de Divine Rivalité que j'avais adoré, donc j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et j'avais été un peu déçue du tome 2, et j'avais dans le même temps acheté ce livre là que j'ai laissé traîner dans ma pile à lire pendant un an, et en voyant la sortie française arriver, je me suis dit bah, c'est le moment, il faut absolument que tu le lises maintenant avant que ça sorte en français, alors que tu l'as en anglais dans ta pile à lire. Si vous voyez des petits tressautements de trépied, c'est mon chat qui joue avec sa balle dans le trépied. Donc je disais, donc dans celui-ci on va suivre deux personnages, on va suivre Adaira qui est l'héritière de l'île dans lequel se trouve cet univers, et en parallèle on va suivre Jack qui est un barde qui est capable de créer des musiques pour faire apparaître des esprits, et Adaira va donc demander à Jack de revenir sur leur île alors que ça se passe pas très bien entre eux, parce qu'il y a des enlèvements de petites filles dans le village et il faut savoir d'où ça vient, et il y aurait également un problème au niveau des esprits. J'ai adoré le lore de tout autour de l'esprit, un peu ce côté Écosse, Irlande. La lenteur du récit m'a pas dérangé plus que ça, mais j'ai trouvé le manque d'intrigue un peu compliqué. Il y a eu tout un gros coup de mou au milieu du livre et j'avais besoin que ça se réaccélère, ce qui s'y est arrivé. À la fin du livre, la fin est incroyable, moi j'ai vraiment adoré la fin, ce qui m'a donné très envie de lire le second tome, donc je le ferai avec grand plaisir, mais c'est vrai que selon moi ce n'est pas à la hauteur de Divine Réalité. Ça a ses défauts et ses qualités, mais c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus plat entre guillemets, puisqu'il y a beaucoup moins de choses qui se passent. Et l'alchimie entre les personnages est vraiment très étrange. Voilà, ça m'a posé question sur plein de choses. Je lirai quand même la fin de la duologie, mais pas sûr que ce soit ma saga de l'année quoi. J'ai ensuite découvert Sorcery and Small Magic The Maigaduchi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture dans laquelle on va suivre deux personnages qui vont être liés par un sort, un peu une malédiction, qui va les suivre et qui fait que l'un ne peut pas se séparer de l'autre et qu'ils doivent en fait tout défaire cette malédiction. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages et le système de magie et l'introduction de leur relation. J'ai beaucoup aimé les pics qui peuvent se poser. J'ai aimé la grosse majorité. Il y a juste eu un moment en fait au milieu du livre où l'intrigue commençait à s'essouffler, où j'avais l'impression qu'on tournait en rond et que ça n'avançait pas, et puis le moment où je me suis dit ça a commencé à réaccélérer et il s'est passé plein de choses. Donc pareil, je lirai la suite avec grand plaisir puisqu'il y a des éléments qui n'ont pas du tout été révélés dans la fin de ce livre, et j'ai très hâte de savoir ce qu'il en est sur différents pans de l'histoire qu'on nous introduit au fur et à mesure. On verra ce que donne la suite. En 7ème position, j'ai placé Nos Destins Infinis de Laura Stevens, qui est sortie dans la collection R il me semble. C'est une histoire dans laquelle on va suivre deux personnages qui traversent les temps, pareil, un peu dans le même style que Noam dans le traversée des temps, mais en gros à leurs 18 ans, Arden tue systématiquement cette jeune fille pour la protéger, et on va les suivre en fait au fur et à mesure dans tous les chapitres, une partie au présent et une partie dans toutes les histoires qu'ils ont déjà vécues. C'est très beau, c'est très poétique. J'ai beaucoup aimé passer d'époque en époque avec eux, de voir l'emprise que ça a pu avoir le temps sur eux, d'essayer de démêler de pourquoi à 18 ans absolument ils devaient mourir. J'ai vraiment aimé la poésie de la plume, l'ambiance qui était dégagée, tout ça j'ai aimé. Par contre, c'est un peu retombé comme un soufflé quand j'ai eu la révélation finale. Il y en a beaucoup qui étaient qui étaient sous le choc de ce que j'ai lu un peu
à droite à gauche dans les avis. Et moi je me suis dit, oh tout ça pour ça. Voilà, j'ai eu un petit coup de déception parce que je m'attendais à un truc un peu plus... Waouh, en fait. Une explication, je sais pas, peut-être plus rationnelle ou quelque chose comme ça qui casse pas la beauté du récit et de leur relation et tout ça. Parce que en même temps je me dis ça va être compliqué parce que tu dois tellement devoir satisfaire les lecteurs qui ont adoré la dynamique entre les personnages et le côté un peu réaliste de la chose malgré ce côté fantastique où il se réincarne en permanence. Et d'un côté il faut essayer de comprendre pourquoi absolument il la tue à ses 18 ans à chacune de ses vies. Donc c'était une bonne lecture, il y a vraiment des bons éléments. Mais c'est pas un coup de cœur comme ont pu l'avoir énormément de personnes pour moi. En 6ème position, j'ai placé Blood of Hercules de Jasmine Mas, publié chez Verso, qui est une dark fantasy dans lequel nous allons suivre Alexis, qui est une fille très timide, discrète, qui bègue, qui est pas très à l'aise avec sa vie, avec son corps en général, et on va lui apprendre un peu de but en blanc que c'est une Spartiate. Les Spartiates dans ce monde, ce sont des immortels. On va donc l'inviter à passer une épreuve mortelle afin de déterminer si elle mérite son statut de Spartiate. Ce livre, c'est un peu un plaisir coupable, je sais pas comment vous dire, parce que je suis pas tout à fait au clair sur ce que m'a fait penser ce livre, parce que il y a un peu deux avis qui se balancent. Il y a ma tête qui a vu des choses qu'elle ne voulait pas lire, et il y a mon cœur qui dit putain c'était addictif quand même. J'ai un peu l'impression d'être deux personnes en une là. Vous l'aurez compris, j'ai adoré lire cette lecture, donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai trouvée très addictive, très immersive, t'avais très envie de savoir ce qui se passait au niveau de tes personnages, t'avais l'impression qu'il allait toujours se passer quelque chose. J'ai beaucoup aimé l'humour qui était instillé à travers les personnages sur différents niveaux, au niveau d'un des personnages qui suit Alexis, donc Nyx. J'ai beaucoup aimé aussi les petits pics, parce qu'on est introduit dans les pensées d'Alexis, et elle se fait des pics que j'ai trouvé super drôles, c'est rafraîchissant, c'est rigolo. Par contre, ma tête dit, il y a quand même des trucs qu'objectivement tu n'aimes pas. Tu ne n'aimes pas lire ça et tu n'aimes pas voir ça dans les romans. Après j'étais prévenue, c'est une dark fantasy, donc il y a forcément des choses qui sont dégueulasses, d'une manière ou d'une autre. Mais là, je pense que ce qui m'a le plus dérangé dans ce livre, c'est les hommes. Vraiment, les hommes. Ah! Franchement, plus toxique que ça n'existe pas. Il n'y en a pas beaucoup qui sont pas si toxiques que ça. J'ai un peu l'impression que c'est généralisé le problème. Ils sont horribles en fait. Les hommes sont vraiment horribles et je pense que ça m'a vraiment un peu dégoûtée. Et il y a aussi à la fin, donc je peux pas vous spoiler mais j'essaie de vous faire comprendre. En gros, il y a une scène qui ne va pas du tout avec ce que pense Alexis, mais qu'elle fait quand même et qu'elle a l'air d'apprécier. Et j'ai pas compris cette scène. Je me dis mais qu'est-ce que ça fait là si effectivement elle veut faire ça ensuite. Pour ceux qui l'ont lu, peut-être que ça fait sens de ce que je suis en train de dire, même si c'est très flou. Et du coup ça peut prendre deux directions. Soit une direction que je vais absolument détester et vous êtes sûr à coup sûr que j'abandonne la saga. Quoique il y a des choses qui m'ont pas plu et pourtant je les trouve addictifs et j'ai adoré ma lecture. Donc peut-être pas, mais... Ou je pense que 98% du livre ne me plairont pas. Et d'un côté, si elle prend l'autre pan de ce qu'il nous propose de la fin, alors je pense que je vais définitivement accrocher cette saga et je pense qu'elle va se bonifier avec le temps. Mais pour ça, il va falloir que je laisse la chance au second tome. J'ai pas prévu de le faire de toute façon puisque j'ai quand même aimé ma lecture. Enfin, mon cœur a aimé cette lecture, ma tête l'a détestée. Donc, vous en faites ce que vous voulez de mon avis, mais je pense que ça va pas beaucoup vous aider en vrai. En 5ème position, j'ai placé The God and the Gummio de Sophie Kim, qui va bientôt être traduit en français chez Sabran ou Brajlon, je ne sais plus, l'un des deux. Et dans celui-ci, on est plongé tout droit dans la mythologie coréenne. C'était une mythologie que je ne connaissais pas du tout. Je crois n'en avoir jamais lu avant aujourd'hui. Et donc dans celui-ci, on va suivre deux personnages. On va suivre un premier qui est un dieu déchu et qui doit faire certaines choses pour réussir à retrouver sa place. Et en parallèle, on va suivre un Gummio qui est une personne qui se nourrit de foie et d'âme. Oui, c'est un peu particulier comme concept. Et en gros, pour pas se faire choper, elle va rentrer au service du dieu déchu. On y trouve une relation qui est extrêmement piquante, hyper intéressante, que j'ai vraiment adoré suivre. On a toute cette enquête qui est très intrigante, où t'as vraiment envie d'avoir la suite. Et puis il y a un autre niveau d'intrigue au niveau de notre Gummio qui essaie de cacher des trucs, mais qu'il faut pas vraiment qu'elle découvre. Mais en même temps, bon,
Voilà, et j'ai adoré en fait cette lecture. Je l'ai trouvée très divertissante. J'ai vraiment aimé les introductions sur la différence. Il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment très sympathiques et j'ai beaucoup aimé la relation entre ces deux personnages où au début c'est un peu froid, un peu on se manipule, mais au final on tombe plus ou moins dans les filets de l'autre. J'ai vraiment aimé toute cette connexion qu'il pouvait y avoir entre les deux et j'ai adoré la fin qui m'a brisé le cœur. Bon, même si on a introduit autre chose pour réparer notre petit cœur, mais sur le coup j'avais le cœur brisé et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite qui va bientôt paraître en VO. Donc croyez-moi que celle-là je vais la continuer, c'est sûr, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs à partir de là, à partir de celui-ci, c'est des excellentes lectures. Voilà, donc là on passe à l'étape d'après. En quatrième position, j'ai mis The Half King de Melissa Landers, publié chez Calix, que j'ai reçu en service presse. Et dans celui-ci, on va suivre une malédiction qui est posée à tous les premiers-nés des familles nobles, et plus particulièrement sur le prince qui disparaît chaque nuit en tant qu'ombre, et on va lui dire que le jour de ses 21 ans, il va complètement disparaître et il ne pourra jamais revenir en tant qu'être physique, on va dire. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je l'ai fait en fait avec deux copines, donc je pense que ça a encore plus aidé parce que on était à fond dedans, il y avait plein de choses qui étaient intrigantes, il y avait plein de choses qu'on avait vraiment envie de continuer de suivre. J'ai vraiment aimé tout ce qui était autour de la malédiction, j'ai trouvé très intéressante, peut-être pas assez poussée, mais ça m'a pas dérangé sur le coup. Je me suis complètement laissée porter par ma lecture. La seule chose que moi je regrette vraiment beaucoup, c'est la romance, qui va extrêmement vite, qui n'a aucun sens, qui n'est absolument pas plausible. Il y a une déclaration d'amour à un moment donné venue de nulle part. Vraiment, ils se fréquentent depuis un jour. Il lui fait une déclaration comme si ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble. La romance est pas du tout plausible, mais vraiment pas. Et j'ai adoré la fin, donc je lirai la suite avec grand plaisir. Franchement, je m'attendais pas à l'aimer au autant, mais franchement, j'ai trop apprécié. On arrive à mes 3 pépites du mois. Donc là, on est sur les excellentes lectures plus qui ont frôlé le coup de cœur. J'en ai 2 et le dernier qui reste, c'est un coup de cœur. En 3ème position, j'ai placé Le Prince sans terre de Liz Chrysler, publié chez Guffium Editor. C'est le second tome compagnon dans l'univers de Démos. Dans cette histoire, on va suivre un territoire en fait entier où on a 3 dieux qui ont légué en gros une partie du territoire à 3 héritiers. Et dans le premier, on avait suivi donc Césarée. Dans celui-ci, on suit l'empereur Dartos, qui n'a absolument rien à voir avec la Bene Césarée. Dans la Bene Césarée, que je vous conseille à 1000%, on va suivre plutôt un personnage qu'on va adorer détester, alors que dans celui-ci, Maël est extrêmement attachant. C'est marrant parce que dans les faits, ils n'ont rien à voir, puisque les personnages qu'on suit, et vu que c'est très axé sur la psychologie des personnages, ils n'ont rien à voir. Du coup, l'un comme l'autre, le récit n'apporte pas du tout les mêmes éléments et les mêmes choses au niveau de la psychologie des personnages. Par contre, on retrouve des éléments similaires au niveau de la narration. Par exemple, ici, il y a aussi les retours dans le passé qu'on pouvait trouver dans la Bene Césarée, qui apporte un éclairage supplémentaire sur ce qui se passe dans les événements actuels. J'aime vraiment la façon de faire qu'a Liz Chrysler pour nous inviter dans la tête de nos personnages, et j'ai vraiment adoré suivre Maël. J'ai adoré tout le questionnement autour de la pression et de l'acceptation de soi. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi le personnage de Niam qui contrebalance complètement Maël, qui est un peu nécessaire en fait à la construction de Maël, qui est tout l'inverse de lui et qui le pousse à avancer et à arrêter de douter de lui-même. J'ai vraiment aimé la contradiction entre ces deux personnages. Bref, je continuerai à lire les 2 autres compagnons, mais le 3e ne sort qu'en printemps 2026, donc c'est pas pour tout de suite, mais quand j'ai fermé le livre, j'avais envie d'avoir le 3e dans mes mains immédiatement. Ça va être très long d'attendre la suite. Et donc en seconde position, nous avons Le Livre des Portes de Gareth Brown, publié chez Sonatine, qui est un livre pour lequel je n'attendais rien et j'ai adoré ma lecture. Vraiment, là on a frôlé le coup de cœur, mais c'était tellement chouette. Donc si je vous fais un rapide résumé, on va suivre Cassie qui travaille en tant que libraire dans une librairie, et un jour un habitué va mourir près d'elle dans la librairie et il va lui léguer un livre qui lui permet de voyager dans le monde entier à travers des portes. Et si seulement vous saviez que c'est ça de l'histoire puisque on va découvrir une tonne de choses autour des livres, autour de l'univers, autour des personnages. J'ai vraiment trop aimé, je pense tout, en vrai, je pense que j'ai tout trop vraiment aimé. Il y avait rien qui n'était laissé de côté, et je pense que ce que j'ai préféré, c'est vraiment l'ambiance qui a été instillée par l'auteur, pour que ce soit à la fois très cosy par les relations aux personnages, et à la fois très brutal
par l'univers qui a été créé, par les intrigues qu'il met, et j'ai adoré cet affrontement de c'est mi-cosy, mi-brutal, où l'intrigue est très prenante et très engageante, et en même temps on a des moments un peu tranches de vie qui donnent des relations extrêmement belles. Il n'y a pas de romance à l'intérieur, ou il y a des mentions on va dire, mais il n'y a pas vraiment de romance. Par contre, on suit des relations extrêmement belles entre les personnages et j'ai vraiment été enchantée par certains passages alors que j'ai été dégoûtée de d'autres. Clairement, c'est un one-shot qui est fantastique. Je ne peux que vous inviter à le découvrir et je pense que ça peut plaire à un public très très large parce que ça peut toucher tout un chacun en fait. Déjà, c'est fantastique, donc ça se passe dans notre monde. Donc il y a quand même une accroche, on va dire, à notre monde en lui-même, mais il y a aussi... tellement de personnages variés, tellement de points de vue différents que je pense que n'importe qui peut s'identifier à n'importe lequel des personnages. J'ai trop aimé, j'étais embarquée du début à la fin. C'était l'un des rares livres, parce que je l'ai reçu et en service presse numérique sur NetGalley et je l'ai trouvé en audio sur Nice Story, donc j'ai fait un peu des deux. Et quand j'étais en audio dans ma voiture, c'est à ce moment-là que j'écoute, donc c'est quand je vais au boulot et quand je reviens, j'étais limite dégoûtée d'arriver au travail ou d'arriver chez moi. J'avais limite envie de faire un tour de pâté de maison pour lire un peu plus, tellement j'ai adoré ma lecture. Et je pense que si j'ai raté le coup de cœur, c'est pas vraiment pour le livre en lui-même, mais c'est pour les conditions dans lesquelles je l'ai lu. J'ai lu de manière assez distendue, puisque c'est à coup d'une heure d'écoute tous les jours. Et donc ça fait sur un temps très très long. Et je pense sincèrement que c'est le genre de livre pour que je puisse avoir un coup de cœur qu'il faut que je lise à la vitesse de la lumière, limite en une soirée ou 2 jours maximum, pour que vraiment le coup de cœur s'active, pour que j'ai vraiment l'enchaînement de tous ces passages mi-tranche de vie, mi-brutaux, Voilà, et je pense que c'est ça qui m'a manqué. On termine donc avec mon coup de cœur qui n'est autre que Les Sirènes d'Emilia Hart, publié chez Les Escales, qui est l'autrice de La Maison au Sortilège que j'avais adoré en fin d'année 2023. Quelle claque! Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus à part quelle claque. Avant d'aller plus loin dans mon avis, je vais quand même vous faire un rapide résumé pour savoir à peu près de quoi on parle. Mais dans celui-ci, on va suivre Lucie qui va fuir le mal qu'elle a fait, mais aussi le mal qu'on a fait, et elle va essayer de se réfugier chez sa sœur. Une fois là-bas, elle va se rendre compte que sa sœur n'est pas là, qu'elle ne la trouve pas, qu'elle ne sait pas où elle est partie, qu'elle a tout laissé en plan, ce qui est extrêmement bizarre. Et une fois là-bas, elle va commencer à entendre murmurer des sons, des voix, et elle va tomber sur l'histoire de 2 sœurs dont on ne sait absolument rien au début du récit et pour lesquelles on ne comprend pas clairement pourquoi on nous parle d'elles. Et comme dans La Maison au Sortilège, une fois qu'on a tous les éléments pour comprendre, t'as le boom qui arrive, tu te dis voilà, c'est pour ça que je t'ai parlé de ces femmes-là en particulier. Il y a un lien, tu l'avais pas, tu ne pouvais pas le sentir, je ne t'avais pas donné suffisamment d'éléments pour que tu trouves, mais là c'est le moment. Et je trouve ça incroyable. Je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est la plume de l'autrice qui est incroyablement captivante. C'est le genre de livre, il y en a peu, pour lequel j'avais envie de savourer chaque mot, chaque phrase, chaque tournure de phrase, chaque moment passé. J'ai mis tellement de temps à le lire par rapport à d'autres livres qui font exactement le même nombre de pages, mais c'est parce que j'avais besoin de le savourer, j'avais besoin de passer le maximum de temps dans ce livre, de comprendre toutes les nuances, toutes les colères, toutes les émotions qui sont dégagées par ce livre. Et j'étais enchantée de cette lecture. C'est le genre de lecture qui est à la fois tellement enchanteresse et à la fois tellement dérangeante parce qu'on y aborde beaucoup de sujets violents, tabous, on parle beaucoup de la place de la femme. Voilà, si vous avez des trigger warnings, renseignez-vous avant puisque il y en a un certain nombre dans celui-là, dont des mentions de V. Donc voilà, il faut être préparé à lire ce genre d'ouvrage. Le premier aussi était très engagé pour la cause des femmes, celui-ci l'est aussi, où on nous fait mention de plusieurs façons différentes, de choses qui peuvent arriver à des femmes, des choses peut-être plus anodines, des choses un peu plus violentes, mais qui remettent tout ça au goût du jour, on va dire, qui remettent ça sur le devant de la scène. Et j'ai trop aimé. Je ne pense que je ne changerai rien dans ce livre. Je ne peux que vous le conseiller si vous n'avez pas peur de trigger warning, que vous aimez les narrations peut-être un peu particulières, que les retours dans le passé ne vous dérangent pas, puisqu'il y a 2 types de retours dans le passé. Il y a celui avec ces 2 femmes dont je vous ai parlé plus tôt, et aussi le retour dans le passé d'une des personnages que l'on suit. Et ça fait du coup 3 points de vue comme dans La Maison au Sortilège, mais c'était génial et je pense que je l'ai encore plus aimé parce que je crois que j'avais frôlé le coup de cœur avec La Maison au Sortilège ou ça avait été un coup de cœur, je sais plus, et celui-là j'ai l'impression que c'était un giga coup de cœur. Vraiment il y avait tout dans ce livre. Je ne peux que vous inviter à le découvrir. J'ai vraiment trop aimé. C'est trop important de publier des ouvrages comme ça avec ce type de plume là
ça me marque tellement, j'ai trop aimé. Bref, voilà, je vais pas continuer à déblatérer pendant 10 ans sur ce livre, mais en gros, allez les lire. Voilà, lisez-le, c'est tout. Et voilà, on a fait le tour de toutes mes lectures du mois d'avril. N'hésitez pas à venir me dire s'il y en a certains que vous avez lus, certains que vous avez envie de lire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.